Comme vous avez pu le voir, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ouf, sujet lourd, mais heureusement que je me suis mis au CrossFit. Je vais pouvoir le soulever. Stop talking! Non, c'était pas drôle. Bon, c'était juste pour l'intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir et comme vous avez pu l'entendre, on va parler d'un sujet très lourd. C'est peut-être le sujet qui actuellement fait couler le plus d'encre, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner un avis, pour vous donner une opinion, mais je fais cette vidéo là pour vous éclairer sur des situations passées, sur des faits qui ont fait que la situation en est maintenant. Et pour éviter que cette vidéo soit trop lourde, je vais ajouter un peu de légèreté pour que vous puissiez mieux comprendre plus facilement. Pour commencer, ce conflit ne date pas d'il y a 4 ans comme on peut attendre partout ailleurs. Le conflit a débuté il y a pratiquement plus de 10 siècles, ça veut dire plus de 1000 ans. Ça fait un millénaire qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit en Ukraine. Nous allons donc prendre la DeLorean en direction vers le 10e siècle. À cette époque-là, il n'y a pas de Russie et d'Ukraine, mais un État slave qui s'appellera la Russe de Kiev. En 988, Vladimir le Grand, le prince de Kiev, décide de se convertir au christianisme orthodoxe. Et il se fait donc baptiser dans la région criméenne. Il y a même une cathédrale en son hommage. C'est donc après cette baptisation qu'il y a un lien entre la Russie et l'Ukraine. On peut donc dire que leur relation s'appuie sur un fait historique datant de plus de 1000 ans. Mais comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas la première fois que le territoire ukrainien est le témoin de bataille. Au XIIIe siècle, ce sont les Mongols qui revendiquent ce territoire. Au XVIe siècle, ce sont les Polonais et les Lituaniens qui ont envahi la région ouest du pays. Au XVIIe siècle, la guerre se poursuit entre les deux nations. Mais en plus, il y a l'Empire russe. La région de l'Est de Dniepr passe sous le contrôle de la Russie. Donc si on récapitule, le pays est divisé en deux parties. Côté Est, qui est dirigé par la Lituanie et la Pologne, et le côté ouest qui est dirigé par le tsar de Russie. Ce qu'on va donc appeler dans cette vidéo l'Empire russe. L'Empire russe, sur son côté est, met en place une russification du pays. Les Russes apportent leur richesse, leur performance industrielle, mais à cette époque-là, qui dit empire, dit liberté réprimée. La population ukrainienne va donc devoir se muter en population russe. C'est-à-dire qu'ils vont devoir s'adapter à la méthode de travail russe, à la religion russe, mais ils devront aussi apprendre le russe. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a une partie de l'Ukraine qui parle russe. Mais les ères les plus noires de l'Ukraine ne se passent qu'au début du XXe siècle. Allez, on repasse sur les bancs de l'école, et plus particulièrement, je crois que c'est en première qu'on apprend ça. Au début du XXe siècle, il y a la Première Guerre mondiale, mais pas que. On peut surtout y voir la révolution du communisme. En effet, le tsar Nicolas II emmène son peuple à la perte en attaquant l'Empire russe. Les comptes sont à zéro, le tsar ne contrôle plus son empire, des guerres civiles éclatent un peu partout en Russie. L'Ukraine devient donc l'Ukraine indépendante, mais 6 mois plus tard, elle se fait envahir par les Prusses. Et les Prusses, à l'époque, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais c'était les Allemands. Cependant, les Allemands perdent la Première Guerre mondiale et se voient donc démantelés. Le territoire ukrainien est le témoin de guerre entre les partis bolcheviques, les Russes blancs et la force de la Triple Entente. La Triple Entente est donc composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie impériale. Après un gros bordel plus tard, c'est Staline qui va mettre son nez dedans pour faire le gros ménage avec les kolkhozes. Les kolkhozes, c'est quoi? Alors je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, ça s'écrit comme ça. C'est comme un groupe syndical d'agricoles soviétiques. C'est un système agricole qui réunit tous les terrains agricoles. Du coup, les agriculteurs n'ont plus la liberté de cultiver à leur guise. Ils vont devoir cultiver en fonction de la demande de l'URSS. Cette crise orchestrée par Staline va donc créer une division qui existe encore au sein de l'Ukraine. La région de l'Est est devenue pro-russe et la région de l'Ouest reste encore sous l'influence de la politique polo-autrie-hongroise. Ouh, je suis bon parce que je sais pas si ça existe, mais en gros on parle de la Pologne, de l'Autriche et de la Hongrie. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je me justifie parce que si t'as compris,
Ça sert à rien que je me justifie. Ça veut dire que le mot que j'ai dit avant, si je me justifie que t'as compris avec ça, c'est dire que le mot avant n'était pas bon. Je suis en train de me perdre. Bref, le territoire ukrainien est toujours divisé en deux, avec une partie de Est qui soutient hardiment la politique stalinienne, qui elle apporte de l'économie dans le pays. Durant la guerre mondiale, Adolf Hitler, courageux et un peu fou, retourne sa veste et attaque l'URSS. En 1941, les nazis envahissent l'Ukraine. Cependant, les nazis sont vus comme des libérateurs par l'ouest du pays. D'où maintenant les rumeurs qu'il y a un parti politique naziste au sein du pays de l'Ukraine. Enfin, des rumeurs, c'est plutôt vrai. En 1944, les Allemands reculent et par conséquent, Staline libère l'Ukraine de l'empire de la SS. Les Ukrainiens ont enchaîné communistes, nazis, communistes en moins de 5 ans. Et malheureusement, cette guerre entre l'armée rouge et les Allemands nazis vont coûter la vie à 8 millions d'Ukrainiens. Juste pour vous éclairer sur l'URSS, à l'époque, c'était 15 pays qui étaient gérés par une politique grandement influencée par la politique russe. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a la création de l'ONU. Cette organisation permet de réunir des pays pour débattre sur des problèmes internationaux. Cependant, et c'est une cause de la guerre froide, car au sein de l'ONU, il y a plusieurs pays de l'URSS, et du coup la Russie a une voix plus forte dans l'organisation. Cela devient un problème pour les pays de l'Ouest et les États-Unis, car le communisme de Staline n'est pas connu pour être une politique qui laisse beaucoup de liberté. D'ailleurs, Staline est connu comme un dictateur, et ce n'est pas un dictateur. Politiquement parlant, ce n'en est pas un. Il était président des ministres de l'URSS. C'est différent. Eh oui! Reprenons notre DeLorean pour faire un bond dans le temps, et nous arrivons du coup en 1991. L'effondrement de l'URSS. Cela permet à l'Ukraine de prendre son indépendance sous l'impulsion et les révolutions du peuple. Pourtant, le passage au communisme à un monde capitaliste est compliqué. Je vous laisse vous rappeler qu'il y a une différence d'opinion politique entre l'Ouest et l'Est. Certains Ukrainiens étaient plutôt satisfaits de la politique pro-russe. La montée d'un parti politique qui a des ressemblances avec le parti nazi de Adolf Hitler, le rapprochement avec les autres pays européens, ne sont pas vus d'un bon œil pour la partie ouest du pays ukrainien, notamment pour la région de la Crimée, dont certains habitants de cette région se plaignent des bavures policières et des pressions politiques. Et pour eux, le capitalisme, c'est une oppression sur les pauvres. En effet, la Crimée est une région qui est collée à la Russie et qui était plutôt un peuple pro-russe, qui parlait même russe entre eux. C'est donc à partir de là qu'il y a vraiment ce conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. On est en 1991. Surtout qu'en 2000, pour le poste de président de la Fédération de Russie, le peuple élit Vladimir Poutine. Un personnage qui va vraiment influencer dans ce conflit russo-ukrainien. Et Vladimir Poutine, il a un slogan qui est fort, touche à mes Russes et je t'attaque. Et en plus, Vladimir Poutine, il considère que les régions qui sont pro-russes en Ukraine appartiennent à la Russie. Donc, la Russie a l'intérêt d'aller récupérer ces régions. Et notamment, la Crimée. Les tensions politiques au sein de l'Ukraine sont de plus en plus fortes, notamment depuis l'élection du président ukrainien Viktor Yushchenko. Viktor Yushchenko appartient à un parti politique pro-européen. À partir de là, le peuple criméen souhaite son indépendance. Le peuple criméen va donc se révolter contre le parti politique ukrainien. Cela va engendrer une première révolution sanglante. Mais la cerise sur le gâteau pour Vladimir Poutine, 100 pays ont voté pour l'intégralité de l'Ukraine dans la région de la Crimée. Et dans ces 100 pays, il y a des pays de l'Union Européenne et les États-Unis. Pour Vladimir Poutine, c'est trop. Pour lui, il a un devoir de défendre le peuple pro-russe. Ce résultat montre la chute totale de l'URSS, qui devient qu'un souvenir. Il y a donc une guerre civile en Ukraine, et plus précisément dans la région de la Crimée, depuis 2014, qui a engendré presque 10 000 morts. Pendant 8 ans, il y a eu plusieurs tentatives de paix au sein du pays ukrainien. Mais la Crimée a toujours refusé et veut toujours son indépendance. Le 21 février, Vladimir Poutine lance une mission à son armée de maintenir la paix entre la Crimée et le peuple ukrainien. Enfin, c'est comme ça qu'il le dit aux yeux de l'ONU. Malheureusement, le 24 février 2022, le conflit russo-ukrainien devient une guerre. Ce qui choque les autres pays, c'est que c'est une guerre totalement déséquilibrée. On parle d'une guerre qui peut devenir une guerre mondiale. Est-ce que c'est possible? Pour moi, non. Car c'est un conflit politique, et les politiciens le savent, il faut que ça soit géré entre politiciens. Puis,
Faire une guerre mondiale, c'est faire un pas en arrière. Mais on entend beaucoup parler de l'OTAN, les réactions de l'OTAN qui n'est pas forcément logique. Il faut savoir que l'OTAN est un rassemblement militaire de beaucoup de pays qui permet de défendre contre les crimes humanitaires. Le problème, c'est que l'Ukraine devait rentrer dans l'OTAN. Mais l'Ukraine a refusé de rentrer dans l'OTAN. Au jour d'aujourd'hui, l'Ukraine demande de l'aide de l'OTAN. Ce qui est totalement logique. C'est pour ça que le conflit est compliqué, notamment dans les relations entre pays. Honnêtement, je sais pas comment je peux finir cette vidéo, mis à part pour vous dire que j'espère que ce conflit va se terminer le plus rapidement possible. Je soutiens le peuple ukrainien, mais aussi le peuple russe, qui n'est pas forcément en phase avec les ordres de son président. En attendant, ce conflit nous rappelle que la vie est précieuse et qu'il faut en profiter. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, peace et force à l'Ukraine.